Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et ça y est, c'est la dernière vidéo pronostic de cet Euro 2024 parce que c'est l'Espagne face à l'Angleterre en finale de cet Euro 2024. Waouh, enfin, ça fait un mois qu'on attend cette rencontre. La finale, on ne savait évidemment pas les équipes à l'avance, mais c'est quand même deux équipes qui sont plutôt intéressante, surtout l'Espagne qui a roulé sur cette compétition pour le moment. Est-ce qu'ils vont continuer sur leur bonne lancée? Est-ce que les Anglais vont continuer aussi à se réveiller? Parce que ils montent en puissance en ce moment les Anglais. On verra ça évidemment, on va essayer de se prêter au jeu, de pronostiquer ce match, même si bon voilà, ça reste que mon avis. Donc voilà, franchement ça risque vraiment d'être très 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 intéressant les amis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en me disant aussi en commentaire votre pronostic pour ce gros match. Franchement ça va être historique parce que soit l'Espagne gagne son quatrième euro avec une nouvelle génération en puissance, ou alors c'est l'Angleterre qui gagnerait son premier Euro avec aussi une nouvelle génération qui est très très talentueuse. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Et nous on est parti, Espagne évidemment, Angleterre, le dimanche 14 juillet à 21 h, pile un mois après le début de cette compétition. On se souvient que c'était Allemagne-Écosse. Donc voilà, franchement, ben, les Anglais, ils sont finalement très réguliers parce que la dernière finale de l'Euro 2021, ils étaient déjà présents. Certes, ils l'avaient perdu face à l'Italie au tir au but, mais c'est quand même pas mal parce que du coup, Southgate, il est quand même pas mal critiqué, un peu à la manière de Deschamps au niveau du style de jeu, mais au niveau des résultats, ça va loin. Donc, est-ce qu'il va y avoir un autre dénouement pour cette finale? Je l'espère pour les Anglais, mais on verra bien en tout cas. En tout cas, on commence avec les Espagnols. Les Espagnols, comme on l'a dit, ils ont roulé sur cette compétition depuis le début. Ils ont donné satisfaction dès le premier match face à la Croatie en gagnant 3 buts à 0. On s'en souvient très très bien. C'était il y a quand même un mois plus ou moins. Donc ouais, franchement, 9 points, 3 victoires face à l'Italie, face à l'Albanie et face à la Croatie tout simplement. Puis ils ont enchaîné en huitième de finale face à la Géorgie, où ils sont fait peut-être un peu peur en prenant le premier but à la 18e, mais après ils sont très très vite rentrés dans leur match et voilà, tout de suite remarqué beaucoup de buts pour se qualifier en quart de finale et se qualifier en demi-finale face tout simplement à l'Allemagne, face au pays hôte. C'était un match très très spécial avec un scénario incroyable, mais ils ont tenu bon parce que voilà, malgré le fait que l'Allemagne ait égalisé à la 89e juste avant les prolongations, juste avant la fin du temps réglementaire, eh bien ils se sont remis de leurs émotions et Merino a placé une tête somptueuse à la 119e pour qualifier les siens en demi-finale face à la France. On s'en souvient très bien aussi, c'était il y a 2 3 jours au moment donné où je tourne la vidéo. Voilà, franchement, encore une fois, un match extraordinaire des Espagnols qui ont géré leur match après avoir encore une fois encaissé. Ils sont très rapidement revenus dans le match et très rapidement ils ont regagné ce match en marquant 2 buts très très rapidement. Lamine Yamal, le garçon de 16 ans qui marque un but somptueux à la 21e, une frappe enroulée de 25 mètres, poteau rentrant, et Dani Olmo qui est lui l'homme de ces phases finales côté espagnol parce que c'est 3 buts en 3 matchs et une passe décisive. Et ça, je pense que les Espagnols peuvent remercier Toni Kroos. Enfin, remercier, c'est un bien grand mot parce que Toni Kroos a blessé Pedri, ce qui a forcé la titularisation de Dani Olmo. Et pour le moment, Olmo, il donne pleine satisfaction de son commencement en tant que titulaire. Donc franchement, c'est sublime. Est-ce qu'ils vont récidiver face à cette Angleterre? C'est la question que tout le monde se pose, je pense. Mais c'est vrai que c'est quand même une finale qui est très très sympa avec une équipe d'Espagne que moi je ne voyais vraiment pas aussi forte. Mais c'est vrai que grâce aussi à Nico Williams et Lamine Yamal, il y a une nouvelle forme à cette équipe espagnole qui on connaît depuis les dernières années. Qui voilà, le jeu espagnol c'est très posé, la possession, on prend pas trop de risques, il y a un pressing. Voilà, ça joue placé dans les espaces, ça vient chercher chaque espace. Et grâce notamment aux deux ailiers maintenant, ça peut jouer également en transition rapide. Les contres, ça peut les jouer très rapidement. Donc c'est vraiment une nouvelle facette qu'ils sont en train de nous montrer. Et ça porte pour le moment totalement leurs fruits. Donc c'est tout simplement sublime cette équipe d'Espagne qui franchement mérite sa place en finale amplement, qui a vraiment tout gagné depuis le début, qui a tout simplement été très 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 forte pour cette compétition.
Puis voilà, franchement, la compo est extraordinaire aussi. Unai Simon, qui est à la fois gardien mais aussi joueur de champ parce qu'il a une qualité au pied très très bonne, même si parfois il a des petites pertes de connaissances, on dirait, parce que de temps en temps il fait les petites flingues au jeu au pied. Jesus Navas, qui du coup qui était titulaire face à la France parce que Carvajal était suspendu. Nacho également à la place de Le Normand pour les mêmes raisons. Laporte, très très bonne Euro, ce Laporte aussi. Très très bonne paire avec Nacho Fernandez. Franchement, Nacho il était très 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 bon face à la France, notamment face à Mbappé quand il a dû repasser côté droit, quand Viviane est rentré à la place de Navas. Et puis Cucurella à gauche aussi qui donne pleine satisfaction de son Euro aussi, de son jeu. C'est franchement un très très bon défenseur gauche. Le mieux, c'est la pièce maîtresse, je pense, de cette équipe espagnole. Ça l'a toujours été. Rodri, qui est le 6 idéal, le 6 qu'il pense être le meilleur, peut-être, joueur du milieu de terrain, le meilleur 6 du monde en ce moment, qui récupère un nombre incalculable de ballons, qui sait casser des lignes ballon au pied, qui peut aussi frapper, qui a une bonne qualité technique. C'est très très fort. Il a un abattage au milieu de terrain très très intéressant. Le milieu, Fabian Ruiz, qui se redécouvre à ce poste. On dirait que c'est Iniesta 2010, le gars, il est vraiment très très fort. Franchement, comme quoi, de temps en temps, le contexte aussi peut influer sur les qualités d'un joueur. Comme on voyait au PSG, c'était pas le joueur qu'il est maintenant. Et avec cette équipe espagnole, il est tout simplement phénoménal. Daniel Olmo aussi très très fort. On connaissait lui déjà ses qualités techniques avec Leipzig, mais on se demandait s'il allait être aussi performant, être autant performant en huitième, en quart et en demi face à des grosses nations, et répond totalement présent. Et ça c'est sublime. À mon avis, lui, il ne restera pas à Leipzig très très longtemps. Et puis l'attaque avec Nico Williams aussi, qui est vraiment très très fort dans les provocations. Lamine Yamal, c'est tellement énorme à son âge de faire des prestations pareilles. Et puis Morata qui fait toujours son taf en pivot, qui fait un peu le sale boulot de l'attaque, mais qui est tellement important pour son équipe, ce capitaine-là. Alvaro Morata, il faut donner un peu de respect à son nom aussi, même si pour le moment il n'a pas trop marqué. Je crois qu'il est à un but, il me semble, là, dans cet Euro. Mais il est tellement important pour son équipe que obligé d'être titulaire. Et puis en plus sur le banc, il y a quand même 2-3 joueurs intéressants. Merino qui rentre quasiment à chaque fois et bah, qu'il a su être clutch face à l'Allemagne, mais qui est aussi très intéressant pour fermer les lignes, etc., pour fermer les lignes de passe. Viviane aussi, franchement, le défenseur de l'Athletic Bilbao, plutôt intéressant. Zubimendi, Ferran Torres aussi quand il rentre, Oyarzabal également, qui joue un peu le rôle de Morata quand il rentre. C'est vraiment très intéressant. Et le seul blessé, c'est Pedri, évidemment, j'en ai parlé. Mais du coup, la compo côté espagnol, bah, elle est vraiment très très intéressante, on va pas se mentir. Du coup, bah, je pense que j'ai pas changé grand chose, j'ai laissé Unai Simon évidemment, j'ai remis Carvajal du coup à la place de Jesus Navas. Ça c'est assez logique, Jesus Navas il est un peu trop vieux, on va pas se mentir. Et puis Carvajal, quand tu peux te permettre d'avoir un Carvajal toujours aussi fort à son âge et toujours aussi expérimenté, ça c'est vraiment un atout de taille dans une finale, parce que lui il en a joué un nombre incalculable de finales. Nacho également avec le Real Madrid, un nombre de finales extraordinaire. Je le préfère à le Normand, je vais pas vous mentir que face à l'Allemagne, il a été un peu trop en dents de scie, sa performance n'était pas extraordinaire, alors que là Nacho, j'ai plus confiance. En plus c'est vraiment complémentaire avec Aymeric Laporte. Et puis qualité au pied, Nacho aussi, il a une très très bonne qualité au pied. Cucurella à gauche, je ne change pas non plus. Franchement, il a été très bon durant tout cet Euro. Et puis le milieu, c'est vrai qu'ils sont partis sur un 4-2-3-1 parce que forcément, Dani Olmo, c'est pas le même rôle qu'un Pedri. Parce que Dani Olmo, c'est plus quelqu'un qui joue vraiment aux abords de la surface pour vraiment jouer un espèce de soutien de l'attaquant, alias quatrième attaquant. Mais quand on voit finalement, par exemple face à la France, c'était plus un 4-2-3-1 évidemment. C'était plus un 4-3-3 avec évidemment Rodri en point de basse et Dani Olmo et Ruiz qui vraiment n'hésitaient pas à participer au jeu offensif, à créer des espaces en faisant des appels dans les intervalles, etc., entre les défenseurs centraux et latéraux. Franchement, c'était vraiment très intéressant face à la France, leur jeu aveugle, j'ai envie de dire, leur jeu masqué, tout ce qui est appel de balle pour créer des espaces, c'est vraiment quelque chose qui fait la force de cette équipe d'Espagne. Et puis en attaque, Williams, que j'en ai vraiment évidemment beaucoup parlé, Morata également, et Lamine Yamal. On va pas revenir dessus
longtemps, mais c'est extraordinaire son niveau de jeu à 16 ans. Il faut se rendre compte de ce joueur. Donc voilà, franchement, la compo d'Espagne, bah, elle est très très forte. Et puis, comme on a dit, Oyarzabal, il peut rentrer pour faire beaucoup de bien, pour soulager. Merino également aussi au milieu de terrain. Roselu qui peut toujours aussi faire office de numéro 9 remplaçant si à un moment donné, par exemple, je sais pas, l'Espagne prendrait un petit but rapide. Ferran Torres aussi pour Yamal ou Williams, on connaît déjà, enfin, on connaît aussi ses qualités à ce jour-là. Et puis Viviane qui peut rentrer aussi, le Normand. Mais voilà, moi je pense que cette compo elle est plutôt pas mal. À voir maintenant comment est-ce que ça va se s'agencer, mais je pense que on a vu l'essentiel de cette équipe espagnole. Je pense qu'ils vont répéter les mêmes choses. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Non. On joue son jeu et puis on voit ce qui se passe et on ajuste en fonction. Et puis on sait bien que Luis de la Fuente, il sait faire les changements qu'il faut et je pense qu'il a confiance en lui pour les faire. En tout cas, voilà. Pour les Espagnols, je pense que c'est clair. Maintenant, on est parti pour les Anglais. Alors les Anglais qui n'ont pas eu le même parcours aussi idyllique que les Espagnols, mais qui sont tout de même en finale, et ça faut le saluer. Malgré le fait qu'ils aient fait une phase de groupe assez décevante, malgré tout, ils sont premiers, 5 points, premiers du groupe. Voilà, mais c'est vrai qu'on a eu un match assez difficile face au Danemark, aussi face à la Slovénie, 2 matchs nuls, une victoire face à la Serbie. On attendait beaucoup mieux cette équipe anglaise, on sentait vraiment qu'il y avait une difficulté. Puis il y a un joueur qui est arrivé titulaire, c'est la titularisation de Kobe Mainoo qui a fait du bien à cette équipe au milieu de terrain, mais sans trop s'améliorer tout de suite. Il a fallu du temps. Face à la Slovaquie aussi, ça a été très compliqué les huitièmes de finale. Il a fallu attendre un but de Jude Bellingham à la 90+5 pour sauver sa nation, et puis un but dès le début des prolongations d'Harry Kane pour qualifier son équipe en quart de finale face à la Suisse, qui aussi était un match très compliqué. Victoire au tir au but des Anglais, comme quoi ça change d'année en année, avec un Saka qui a été énorme, qui a vraiment lui aussi été clutch pour qualifier son équipe, que ce soit dans le jeu, mais même au penalty, parce qu'il l'a marqué. C'est vrai que les Anglais, ils ont de sacrés tireurs de pénaux. Vaut mieux pas, je pense, pour les Espagnols d'aller au penalty, parce que vu le nombre de bons tireurs côté anglais, moi, si j'étais les Espagnols, je ferais la différence avant les pénaltys, parce que ouais, j'ai peut-être peur pour eux côté péno. En tout cas, voilà, qualification des Anglais, mais sans être trop entreprenant et vraiment avec vraiment une idée de jeu et un beau jeu. Mais il y a quand même du mieux. Il y a quand même du mieux, parce que s'il y a un changement de compo, on repasse en 3-4-2-1 avec 2 soutiens de l'attaquant, Bellingham, Foden, et puis un système de 3 défenseurs qui apporte vraiment une meilleure condensation et une meilleure concentration, pardon, au milieu de terrain, qui vraiment apporte beaucoup de bonnes choses, je trouve, dans cette équipe anglaise. Et puis là, il y a eu cette demi-finale face aux Pays-Bas, où là aussi ils ont pris le premier but, mais à chaque fois ils arrivent à reverser la vapeur par Kane à la 18e sur penalty, puis par Oli Watkins à la 90e, qui a réalisé un geste sublime, parce que c'est un geste qui est compliqué, mais qui est à la fois facile, j'ai envie de dire, pour un Oli Watkins qui a survolé cette saison 2023-2024 avec Aston Villa. Mais ouais, franchement, ça c'était la belle histoire du côté des Anglais. C'est vraiment Watkins qui rentre à la 81e et qui marque le but décisif pour les Anglais à la 90e d'un geste sublime. Franchement, ouais, c'est plutôt bien vu. Le match, c'était pas le match de l'année, mais on a quand même une première mi-temps assez intéressante. Les Anglais vraiment qui ont apporté quelque chose, qui avait la possession, qui ont créé des choses. Franchement, c'était vraiment beaucoup plus intéressant. Ce qui était vraiment frappant les premiers matchs, c'est la lenteur des appels, la lenteur de la circulation du ballon. Là, on a quand même beaucoup mieux, avec un Foden qui se retrouve un peu dans le rôle où il est à City, dans ce demi-espace gauche ou droit, ça dépend un petit peu où il dézone. On a beaucoup plus de vitesse de transmission en termes de passes, etc. Donc forcément, ça apporte beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'action, ça fait beaucoup plus mal. Donc franchement, c'est une Angleterre qui monte en puissance, en tout cas je trouve. Maintenant, c'est quand même un gros poisson qu'ils vont affronter. Et puis la compo, comme j'ai dit, il y a eu un petit changement. Ça fait 2-3 matchs maintenant, enfin ça va faire le 3e match où il y a le changement. C'est une défense à 3 avec Walker, Gay, Stones, Pickford évidemment dans les buts, Trippier, Rice, Mainoo en tant que double pivot, et puis Saka à droite qui en phase défensive joue vraiment un rôle de défenseur 3, et c'est assez intriguant de le voir à ce poste-là. Et puis, comme je l'ai dit, Bellingham, Foden en tant que soutien de Harry Kane, le numéro 9. Et puis c'est vrai qu'aussi on a un beau vivier sur le banc côté anglais. On a de très très bons joueurs: Watkins, Toney, Gordon, Bowen, Cole Palmer, Eze, Gallagher, etc. Arnold, Luke Shaw, etc. Donc franchement c'est plutôt intéressant. Maintenant on va voir
la compo côté anglais, parce que je pense que là, il y aura aussi un peu de changement par rapport à ce match face aux Pays-Bas. Je pense que, évidemment, on va pas changer le gardien. Pickford, il a donné satisfaction, il a arrêté le penalty en séance de tir au but face à la Suisse. Walker, très très bon. Guy également. Stones, très très bon. Donc on va pas changer la défense, je pense pas. Maintenant, au niveau de la ligne médiane, Saka, il fait un euro plutôt bon. On va pas le changer sur son côté droit. Mainu Rice, très 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 bon. Ça fait vraiment plaisir en tant que supporter de Manchester United de voir Kobe Mainu titulaire et performer à ce niveau-là. C'est vraiment, il y aura vraiment une petite bataille de jeunes entre guillemets entre Mainu et Lamine Yamal. Et puis côté gauche, je pense que Trippier sera enfin mis sur le banc. Il a été remplacé à la mi-temps, il me semble, face aux Pays-Bas pour le bénéfice de Luke Shaw qui retrouve sa place après une longue blessure. Et c'est mieux pour les Anglais, je pense. C'est plus bénéfique pour le collectif parce que gaucher qui se retrouve dans un poste qu'il aime bien, qu'il apprécie. Donc ouais, forcément, je pense que ce sera mieux pour les Anglais. Et puis sinon, deux soutiens. Bellingham, ça, je pense que ça ne bougera pas. Et Foden. Foden, on se souvient que face aux Pays-Bas, j'avais peut-être émis l'hypothèse de mettre Palmer titulaire, mais c'est vrai que là, il a refait confiance à Foden, il a été un peu mieux, même si la différence, elle est venue aussi de Cole Palmer qui fait la passe à Watkins. Donc voilà, c'est un peu kiff-kiff. Là, pour moi, c'est un peu 50-50, que ce soit Palmer ou Foden. Voilà, c'est peu importe, mais en tout cas, c'est deux joueurs de classe mondiale. Et puis évidemment, devant Harry Kane, alors que aussi on a sur le banc, on a du Toney, on a du Watkins qui on a vu qui a été très 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 important pour son pays tout simplement. Et comme je le disais, vaut mieux pas pour les Espagnols d'aller au penalty parce que Kane les tire très bien, mais si ça avance à la 120e, je crois quand même qu'il sortira. Donc, on a Toney qui tire extrêmement bien ses penalties, on a Saka qui tire très bien ses penalties. On a Bellingham qui sait quand même très bien les tirer. On a Palmer évidemment. On a Arnold qui on a vu qui savait très bien les tirer. Donc je pense que ça va être compliqué. Watkins aussi qui tire les penalties à Aston Villa. Donc ouais, ça va vraiment être intéressant. Et je pense que même les Anglais peuvent pourquoi pas venir jouer cette séance de tir au but parce qu'ils savent qu'ils ont les tireurs pour. Et on a vu qu'ils avaient regardé aussi qu'ils pouvaient faire la différence là-dessus. En tout cas voilà, je pense que la compo est plutôt bonne. Le 3-4-2-1 est en train de fonctionner hein, et ils sont vraiment en train de monter en puissance dans ce dispositif. Maintenant à voir parce que quand même cette équipe espagnole, elle est très très forte et il faudra subir la pression et le pressing espagnol parce que ouais, c'est un sacré pressing et Pickford c'est pas comme si c'était le meilleur ballon au pied. Donc voilà, évidemment on verra bien. Maintenant les amis, on va partir pour mon pronostic et ça va vraiment être très 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 chaud. Alors, c'est maintenant où il faut se mouiller, c'est maintenant le pronostic, juste avant les cotes, l'Espagne qui est à 2,45, le nul à 2,88 et les Anglais à 3,40. C'est assez logique, je pense que l'Espagne est favorite sur ce match parce que ils ont montré tout au long de la compétition que c'était une équipe qui était en confiance, qui marquait beaucoup de buts. On va le voir que franchement, ils ont été vraiment très très bons tout au long de la compétition en termes d'XG, en termes de buts. Il y a juste face à l'Italie où ils n'ont pas marqué, sinon c'est 3 buts face à la Croatie, 2 buts face à l'Allemagne, 2 buts face à la France, 4 buts face à la Géorgie. Donc franchement, c'est très très beau. 106 tirs pour 12 buts, 106 tirs, c'est quand même assez énorme. Et puis même en termes d'actions menant un tir, on a 199 actions menant un tir. Les passes menant un tir, 172. Là, on voit que quand même, comparé par exemple aux Anglais, il y a une grosse différence parce que là, on a que 92 passes menant un tir, on a quasiment le double. Côté espagnol, ça c'est vraiment les infiltrations des demi relayeurs, Fabien Ruiz, Dani Olmo, et puis aussi voilà tout le modèle offensif, tout le schéma offensif des Espagnols qui paye parce que 172 passes qui mènent à un tir, c'est vraiment très très impressionnant. 199 actions menant à un tir, franchement si on fait le parallèle par rapport aux Anglais, ils résistent mais il y a quand même c'est quand même flagrant que les Espagnols offensivement, ils sont beaucoup mieux. Les Anglais qui ont forcément eu un peu plus de mal avec les buts, parce que un but face à la Serbie, un but face au Danemark, 0 face à la Slovénie, mais ça marque quand même, hein, 2 buts face à la Slovaquie, un but. Voilà, il y a 7 buts côté anglais, 12 côté espagnol.
Donc c'est normal que les Espagnols soient favoris parce que, bah, comme on l'a vu aussi au niveau des stats avancées, c'est quasiment le double pour chaque stat côté anglais. Donc franchement, enfin côté pour les Espagnols, pardon. Mais voilà, franchement c'est plutôt intéressant. En plus, les Espagnols aussi, ce qui fait leur force, c'est qu'ils n'ont pas besoin de jouer les pénaltys. Ils n'ont pas eu encore une fois un seul penalty durant durant tout simplement le 7 euros. Là, on voit 10,9 XG sans penalty. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et j'ai la réponse de ce que j'avais tout à une dernière question que je me posais. C'est 0,7 XG à penalty parce que là, on voit 5,5 XG avec les pénaux et sans les pénaux 4,8 pour les Anglais parce qu'ils n'ont eu qu'un seul penalty pour le moment. C'était face aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est 0,7 penalty. Le penalty, donc ouais, ça apporte quand même pas mal d'XG. Donc voilà, maintenant on est parti pour mon pronostic. Bel et bien réel. Et les amis, je peux pas faire autrement. Je suis obligé de mettre cette équipe espagnole gagnante de 7 Euro 2024. Alors, je m'explique pourquoi il y a une petite astérix au 2. Je pense que ce sera match nul. Je pense ce match va aller en prolongation. 1-1. Je pense un petit match nul en prolongation. Et puis, un but durant les prolongations pour les Espagnols. On a montré qu'aussi ils avaient cette force de caractère. Donc, je pense que les Espagnols vont gagner 2-1 au bout des prolongations. Parce que, comme je vous le dis, s'ils vont penalty, je pense que les Anglais passent. Si les Anglais, ouais, ils vont jusqu'au péno, je pense que c'est eux qui gagnent la coupe. Si ça va pas au penalty, je pense que c'est les Espagnols qui feront la différence. Je pense que les Espagnols vont faire la différence même avant les penalties. En tout cas, il le faut pour eux, je pense. Au niveau des buteurs, j'ai mis Dani Olmo. Il a marqué pour le moment durant les trois premiers, durant les trois matchs des phases finales. Pourquoi pas le quatrième. Et puis, j'ai mis Saka côté anglais. On a connaît son importance et à mon avis, il aura un rôle très important à jouer sur son côté droit parce qu'il va devoir créer beaucoup d'actions, de tirs, et on a vu qu'il savait le faire. Donc franchement, il a un très bon pied gauche. Pourquoi pas aussi une petite frappe entrée de rectangle qui peut très bien passer. Et puis côté espagnol, je vois pas pourquoi pas un but de Rodrigo. Rodri, plus couramment appelé le joueur de Manchester City, qui est peut-être la pièce maîtresse de cette équipe au milieu de terrain. Il est extraordinaire, comme on l'a dit, il ratisse un maximum, comme un peu à Declan Rice, mais Rodrigo peut-être a des meilleures qualités balle au pied. Il peut faire et il peut marquer un but. Entrée de rectangle, on l'a très bien vu face par exemple à la Géorgie comme il l'a fait. On sait qu'il a des moments de clutch qui peuvent arriver, notamment son but face à l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions justement face à l'Inter Milan avec Manchester City. Donc voilà, je mets ces trois buteurs là, je vois l'Espagne passer et finir du coup grande gagnante de cet Euro 2024. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire en commentaire votre pronostic parce que là, c'est le dernier match de cet Euro 2024. Il faut absolument me donner votre avis parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un avis. Donc voilà, il faut me donner le vôtre. Et franchement, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve du coup une ou deux heures après la finale pour cette vidéo analyse débrief de cette finale. J'espère vraiment que vous avez kiffé. C'était Bencher, les amis. Ciao, ciao.